Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Comme nous sommes mercredi, je vous fais pas de dessin, vous savez ce qui va se passer, il n'y aura pas d'invité d'honneur, vous serez là bien sûr, nous aussi. Et puis aujourd'hui, on essaiera de déterminer la place que dans nos existences, à la fois quotidiennes et hebdomadaires, tiennent les médias et principalement la presse écrite. Voici vos grosses têtes en folie. Grâce à son profil reptilien, il a réussi à cumuler la méchanceté de la vipère et la paresse de la couleuvre, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Cela fera lundi prochain, jour pour jour, 1 an, que lorsqu'il voit un ministre, ses yeux ne brillent plus comme le fond de mon pantalon, Jacques Maillot. Bonjour. Il a essayé à table encore plus de régime qu'il n'en a démoli sur scène, Bernard Mabille. Bonjour. On connaît sa fière devise, toujours en retard, jamais chez le gynéco, Philippe Chevalier. Bonjour. Il a inventé la télé, il a perfectionné la radio, il a lancé le téléachat. Et puis, en toute simplicité, il est parti dans sa province afin de traire ses chèvres, Pierre Bellemare. Bravo. Alors, sachez que Camilla va nous faire une petite visite dans quelques jours. Grosse tête. Alors non, elle viendra pas jusqu'ici. Non, encore que, pourquoi pas. J'étais là. Non, mais elle vient en France toute seule. Ah, sans Charlie Bus. Sans les grandes oreilles. Sans les grandes oreilles, parce qu'elle vient faire quelques achats, elle a des amis à voir. C'est pas une vraie visite officielle. Ah oui, d'accord. Oui, enfin, peut-être que si elle est invitée à l'Élysée, elle fera comme les autres dames. Elle se prendra les talons aiguilles dans les marches. Parce que, sont dangereuses les marches. Toutes, hein. Des marches, oui. Et moi, puis alors, des nouvelles d'Harry. Alors Harry, vous savez, c'est le futur papa. Pardon, c'est le frère du futur papa. Alors lui qui a aussi des projets, il a remporté un concours qui était organisé par un hebdomadaire féminin. Il s'agissait d'être le futur papa qui change le plus vite la couche de son bébé. Alors on lui a confié un bébé. Bon, une pince à linge. Oui. En fait, bien avant ça, on avait dit qu'il en tenait une couche. Une épingle à nourrice, tu veux dire. Et puis alors, une croisade à laquelle nous ne saurions nous joindre, et à l'enseigne de Barbie Casse-toi. C'est-à-dire, il y a des gens, alors d'abord des sociologues, ensuite des humoristes qui se sont insurgés contre la suprématie que Barbie exerçait chez les poupées depuis plus d'un demi-siècle. Oui. Avec des arguments d'ailleurs qui sont pas tellement déplacés. Par exemple que ça ne donne pas un vrai reflet de l'anatomie féminine. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a vachement plus de boudin que de Barbie. Hein. Elles sont blondes en général. Alors voilà, enfin que c'est finalement une poupée idiote. Alors que les autres sont pas tellement intelligentes. Hein. Déjà, elles parlent pas, c'est un avantage. Oui. C'est un avantage. Non, en fait, on a fait une enquête à une certaine époque sur les Barbies. Et on a dit que les petites filles se projetaient en quelque sorte dans leur avenir, en quelque sorte, dans leur état d'adolescente ou d'adulte, donc à travers les poupées Barbie. Et ce qui est amusant, c'est qu'à partir de cette constatation, la maison qui fabrique les Barbies a décidé de faire un jeu de société qu'elle avait dans ses réserves, et c'est le Monopoly,
car dans le Monopoly, les garçons, cette fois-là, se projettent également dans leur avenir en achetant des hôtels particuliers et des maisons dans les rues, etc. Voilà. Non, c'est avant la crise. Oui, c'est très vieux. C'est très vieux, mais attendez, mais si je pensez ne que trompe pas, le Monopoly, il est né antérieur. avec la crise. Il est né avec la crise et 29. il est né de l'imagination Non, mais- d'un chômeur. Oui. Oui, oui. Oui. Qui était Alors, colonel, Barbie, dans son Barbie, métier. nous en avons une, paraît-il, grandeur nature. C'est Ariel C'est Dombal. Ariel, on dit oui. que c'est une- Ariel, Ah bah oui, elle a elle inventé est- Barbie. Elle est toute en plastique déjà. Ouais. C'est une fille adorable. Est-ce que je te dis le contraire? Ah Il y a oui. du plastique adorable. Mais vous savez que les poupées Barbie, ça vaut une fortune, les anciennes poupées. Il est vrai. Barbie. Ah ouais. Mais Ariel Dombal aussi. Une fortune. Est-ce que vous savez ce qui se passe chez les uns et les autres, peut-être chez vous, Oui. tous les samedis à 22h précises? Crac, on en met un coup à Ah maman. oui, c'est l'heure à laquelle On a envie de faire l'amour. les couples s'accouplent. Alors, attendez, avant, parce que bon, On dit je t'aime. on dit je t'aime. Ah, voilà. Voilà. Faut quand même des préliminaires. Ah oui, hein. le truc à 22 Bon, heures. après 15 ans de mariage, moins quand même. Le hein. samedi soir à 22h. À 22h. C'est pas Urbain. possible, c'est pas possible chez moi parce que samedi soir à 22h, je regarde Hawaï 5-0. Série policière américaine Ah, c'est bien, qui, est très, ça, hein. qui est très très bien. Ah ben moi, Et ça t'empêche de faire Ouais. l'amour avec Marivonne? Oui, oui, oui. Bah, on levrette, vous pouvez regarder le poste tous les deux quand même. Est-ce que l'amour, justement, ça n'est pas de regarder dans la même direction? Oui. Hein? Mais moi, samedi dernier à 22h, j'étais au rond-point des Champs-Élysées. Il y avait un flic à côté de ma voiture. Je lui ai dit je t'aime. Il m'a emmené au commissariat. Ah oui, c'est ça, parce que, oui. Dur. Alors donc, à 22h le samedi, on a envie de dire je t'aime. Alors, simplement, on s'est penché sur les explications sociologiques et psychologiques c'est de l'alcool. ce phénomène, qui n'est pas, comme vous avez l'air de le dire, uniquement conditionné par l'envie de se livrer au simulacre Ah de bon, leur production. c'est juste je Pas t'aime. du tout. Ah bon. C'est une formule de politesse Ah oui, c'est ça. conjugale. Oh, bah, Bon. j'envoie un SMS. alors, ça Qui suffit. peut simplement s'expliquer par le fait que on a bien dîné. Bon, je t'aime, c'est la dame à préparer des bons petits plats et on s'occupe pas de ses courbes, on dit simplement que je t'aime. Tu as fait un bon gigole du samedi, tu mérites un petit compliment, un petit madrigal. Un gros rototo et au Oui. dodo. Ouais. Ensuite, il y a le fait de vouloir maintenir une bonne ambiance dans son couple. Alors, Ah oui. c'est plus ou moins machinal. Hein. Oui. Ouais. Oui, Moins c'est ça. machinal. Ah oui, Ouais, c'est... ouais. Moi, je peux pas faire ça parce que le samedi soir, je regarde Autopsie. C'est une série très gaie. C'est quoi, Autopsie? J'ai jamais vu ça. Ah, très très bien. Moi, je regarde Colombo. C'est sur quelle chaîne? Jimmy. Ah, c'est Ah Jimmy. ouais Et il découpe des mecs. Alors, en Ah, c'est plus, entièrement ça, oui. pour les couples qui se couchent tôt, c'est une espèce de bonsoir. C'est juste avant de s'endormir. oui, c'est Alors ça, le gars, je t'aime. Oh, t'es gentil. Et il met son manteau. Bah, où tu vas? Bah, je vais aux putes maintenant. Voyez-vous casser tout, monsieur Perroni. Ah ouais. hein. T'as une vision du couple. Je suis quand même un peu là pour ça, alors vous me direz. Ah, je plains Madame Perroni. Oh Si tant est qu'il y en ait une, si on Ouais, nous a pas oui. raconté d'histoire. Oui, hein. c'est peut-être une. Parce que je me dis, invention de comment Sud, a-t-il ouais. trouvé une aussi. femme? Comment une personne normale a-t-elle accepté la vie qu'il lui fait? Bah, il doit être cocu, c'est tout. hein. Bah oui, ça me repose le bambou, hein. Non, mais ça n'engage à rien de dire je t'aime. Et ça fait plaisir. Bon. Alors, puisque on en est à la famille, alors sachez que les enfants ont inventé une nouvelle plaisanterie de mauvais goût d'ailleurs. Allez-y, ça, c'est rigolo. Ils envoient des SMS aux auteurs de leur jour pour leur proposer de la drogue. et après, les parents voient bien, alors ils proposent de la cocaïne, ils donnent le prix, alors les parents disent, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, il dit, c'était pas pour toi, excuse-moi. Oh, c'est drôle, ça, alors. Marquis devrait faire gaffe parce qu'avec tous les mouchards qui existent maintenant, il risque de se faire pincer, hein. Et puis, menace sur les seniors. Alors, les seniors, par définition, sont des gens qui sont moins valides et qui souvent sont plus souvent chez eux que dehors. Et à ce moment-là, les gens, des démarcheurs des sectes, viennent et
Alors, tantôt leur propose de donner de l'argent, tantôt les embrigadent et ils n'ont pas la défense qu'ont les autres personnes. Ah oui. Il y a les seniors, il y a les escrocs, il y a les faux ramoneurs. Si votre grand-mère se met à faire du yoga à 82 ans, c'est qu'il y a un truc. Hein. Ouais, Il y a des faux ramoneurs. Bien sûr, ouais, Ma bien femme sûr. était tombée sur un faux ramoneur. Hein. Il lui a chanté Ramona. Ah, oui, oui. C'est mieux qu'un vrai, remarque. On m'a donné, Elle était couverte de suie. on m'a donné la photo de ma doudou. Ah oui. Et c'est un monsieur qui est très bien, il est très beau. Il s'appelle Madoudou. Et il s'appelle Madoudou. Ah oui. Ah oui, oui. Il est ramoneur? Non, pas du tout. Ah non. non, il a inventé une religion. Ah oui. À laquelle je suis en train d'adhérer. Ah oui. Tu rigoles. Oui, oui. Bah non. Ah mais si, c'est très important, mais tu ne te rends pas compte. Quand ça t'arrive à mon âge, Bah oui. tu vois, bientôt 84 quand même, hein, comme l'autre petit gars qui est à côté de moi. Eh bien, ça compte, ça compte. Bah oui, parce que- tu es à la recherche de quelque chose, tu comprends sur quoi Comment vous t'appuyer. l'avez rencontré alors? Madoudou. Par hasard. Par hasard, il passait au fond de mon jardin. Qu'est-ce qu'il foutait Très loin, au jardin très loin. Bon, mon jardin est très grand. Bien sûr. Et donc, j'ai vu une ombre qui passait. Aux jumelles, alors t'as vu ça aux jumelles? Et il a été très gentil parce qu'il emportait en fait des choses qu'il avait prises dans ma maison. Et il me les a rendues. Alors ça m'a fait plaisir et depuis, je crois en lui. Mais attendez, il célèbre un culte? Ah non, Non. Ah non, ça non, on boit de bons coups, c'est tout. Mais c'est le retour affectif, tout ça, tous ces Voilà, c'est trucs-là. le retour Voilà, affectif oui. qui est important. Oui. Mais t'avais cambriolé, c'est ça? Non. Ah non. Non, écoute, Mais non, mais il laisse-moi a... divaguer gaiement. Ah, si tu divaguais, Ah, oui, hein. je divaguais. Bah oui, 84 ans, oui. C'est logique. Et maintenant, c'est le coup de sang. Mais oui, c'est le coup de sang de Philippe Chevalier. Mais oui. Ah. Il y en a qui ont fait Austerlitz. Moi, j'ai fait une croisière chemin des dames. On a les batailles qu'on peut. J'aurais dû me méfier. Cette compagnie m'avait été vivement recommandée par mon beau-frère. Une croisière, faut pas la rater, avait-il lancé lors d'un repas de famille. Soyez sans crainte, ils ne vous rateront pas. On devait embarquer à Marseille, on est parti de Toulon. Vous me direz, c'est pas loin. Sauf qu'avant de prendre l'autocar qui a mis 1h30 pour faire 50 km, on nous a fait poireauter 3 heures dans un immense hangar à avion bourré de courants d'air. Mais ils sont humains. Dans le hangar, il y avait une machine à café. Pour 2000 personnes, ça permet de se faire des relations dans la file d'attente. On avait droit aussi à des provisions de bouche. Pour les personnes qui le désirent, des sandwichs sont mis à disposition derrière la cabane des toilettes. À 9h30 du soir, on arrive enfin au pied du paquebot. 10 étages, 350 mètres de long. Un échantillon représentatif de l'humanité occidentale se trouve là, valise à la main. Mioche en poussette et morveau-nez, grosse dame permanentée et retraitée à casquette qui louche déjà sur le cul d'adolescente mâcheuse de chewing-gum. Tout ce beau monde, levé depuis 7h du matin, le ventre vide malgré l'embarras d'un transit mal effectué. Bah oui, vous savez ce que c'est. Tient à la main son précieux sésame. La carte nominative qui servira de clé pour la cabine et de moyen de paiement à bord. Ginette, fais gaffe à pas perdre ta carte, mets-la dans ton sac. Oh, fous-moi la paix, vieux con, on est en vacances, tu vas pas commencer à m'emmerder. Toute une ambiance. Belle clientèle. Pour les amoureux de la mer et du dépaysement, c'est merveilleux. On navigue la nuit. À moins d'avoir des lunettes infrarouges, vous ne verrez pas grand-chose. Heureusement, vous avez les escales. Et qui dit escale dit excursion. C'est bien organisé, les excursions. Pas plus de 150 personnes par groupe. Elles commencent à 8h du matin pour se terminer à 17h, repas compris. Le repas est en général très apprécié, pas pour sa qualité, mais c'est le seul moment où on a le droit de s'asseoir. Comme le guide est polyglotte, si vous visitez le Colisée à Rome, vous aurez aussi le commentaire en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. À la fin de la journée, vous ne savez plus si vous étiez à Trafalgar Square ou sur la Place Rouge. Mais c'est pas grave, vous avez pris des photos. Enfin arrive l'heure du dîner. Après avoir fait la queue pendant un quart d'heure dans un couloir étroit, poussé par une matrone de 70 balais qui vous bloque la nuque entre ses seins et vous empêche de vous retourner à cause de son odeur d'aïoli,
Vous prenez place à la table qui vous est dévolue. Si vous voulez un extra, un rabiot de pain ou un verre de mousseux, adressez-vous au charmant serveur philippin. Son dévouement est total. Il ne comprend pas le français et parle très mal l'anglais, mais se mettra en 4 pour vous apporter une mousse au chocolat quand vous aviez demandé du fromage. C'est là que vous regretterez de ne pas avoir choisi philippin en première langue au lycée. Le petit déjeuner collectif est au dernier étage, dans une grande salle qui fait à la fois piscine et hôpital. Le matin, c'est bien, les gens sont en tenue décontractée. Ça permet de voir les ongles de pied du voisin pendant qu'on beurre sa tartine. Le soir, c'est la fiesta. Le maillot de corps est remplacé par la chemisette et les tongs par les baskets. Sur des rythmes endiablés, tous empruntés à l'orchestre de Tony Ripoll, la croisière s'amuse en faisant la chenille. Ah, il a fait un sale temps pendant 8 jours. J'ai visité Palerme sous la pluie en me faisant escroquer par un chauffeur de taxi. Je me suis enrhumé à cause de la climatisation omniprésente, mais si je suis là pour vous en parler, c'est que j'en suis revenu. Merci, Philippe Chevalier. Je dois dire, pour avoir vécu la même mésaventure que vous êtes encore au-dessous de la réalité. Oui. Il y a quand même des bons côtés. Oui, t'es gentil. Ça, ce sont des belles histoires. C'est une infortunée chômeuse qui l'est depuis très longtemps, qui trouve pas d'emploi. Et à la suite d'une erreur de comptabilité dont elle n'est pas responsable, elle a en 6 ans touché 28 000 € de trop. Oh la vache. Alors, l'administration lui demande de rembourser, elle ne peut pas refuser et elle demande des délais. Et là, on examine son cas et la réponse tombe, vous pourrez nous rembourser vos 28 000 € à raison de 1 centime par mois. Ah, bah c'est gentil. Dis donc, ça l'amène à quoi? Ça a 350 ans? D'abord, il faut qu'elle trouve de la monnaie. Ouais. Bon. Et puis ensuite, c'est vrai que ça va durer très très longtemps. C'est génial. Ah, bah ils ont été conciliants. Ah oui. Oui, non, mais ça prouve que quand même, il y a des gens de cœur Il y a des gens de cœur. Ouais. Ils ont fait une erreur au départ. Bah bien sûr, c'est eux les responsables. Bah oui. Vous allez lui Alors, payer 1 centime par mois. ça, c'est un détecteur d'alcool tactile Attention, nous revoilà. dans le cadre de l'entreprise. Ah. C'est-à-dire que en arrivant tout de suite après l'horloge pointeuse, il y a l'appareil qui peut tester 300 employés à l'heure. Oh là. C'est-à-dire, on l'effleure du petit doigt et il sait si vous avez bu ou pas. Oh là 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 là. Et avant que vous soyez monté dans les étages, vos supérieurs sont au courant. Mais quel rapport avec le petit doigt et l'alcool? Et parce qu'il faut un contact, c'est tactile. Eh oui. Ah ouais. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent un doigt de whisky. Oui. Oui. De Porto. On dit Porto. plus un doigt de Porto. Oh, de Porto, Ouais. oui. Ah, ça alors, c'est pour les... Peut-être plein de choses qui sont nouvelles et qui rendent la vie plus agréable. Mais Par oui. exemple, fabriquer pour les enseignants des logiciels qui pourront corriger les copies à leur place. Ah bah ça Ah c'est bah bien. voilà. Ah bah voilà, c'est bien. Déjà Mais qu'ils faisaient il- pas grand-chose. Ouais. Ah oui, mais alors ils mettront les appréciations circonstanciées. La Alors, feignasserie s'organise. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à noter la copie, encore que vous savez que ce soit déconseillé, parce que ça peut traumatiser les Oui, collègues. oui. Ah, Faut bah pas oui. leur donner de mauvaises Non, il n'y a notes. pas de C'est très notes mauvais, ça. maintenant. Ah non. Mais ils corrigeront les fautes d'orthographe, ils relèveront les inexactitudes, et le professeur arrivera à la fin. Et puis, des verres connectés. Ah, ça va vous plaire, monsieur Perroni. Allons-y. C'est un réseau social, bien sûr, qui permet de trinquer avec une personne de son choix, prise parfois dans un pays lointain. Vous l'avertissez que vous levez votre verre en son honneur, vous trinquez, et si c'est sur Facebook, elle devient automatiquement votre amie. Eh ben, heureusement que j'ai pas Facebook. Ah ouais. Vous Va être voyez, content, vous me ouais. voyez trinquer avec un écran. Non mais quelle horreur. Mais derrière l'écran, il y a quelqu'un. Il y a, oui, il y a, Mais je il y a- n'en veux il y a pas. un cœur qui bat, Moi, Jean-Jacques. je vais au bistrot, je trinque avec un être humain, pas avec un écran. Oh là là. Moi, je suis à Ça l'a mis de l'ancienne. mauvaise humeur. Ah bah c'est malin. Non, mais c'est pas possible. Franchement. Ça, c'est autre chose, et c'est pas indifférent, ça va être le droit, dans certains pays européens, pas encore chez nous, le droit
pour les cambrioleurs de porter plainte s'ils ont été mordus par le chien de la maison. Ah bah ça, pourquoi c'est pas bien. Ah bah ça voilà. me paraît Eh ben, évident. pourquoi pas. Ça, c'est Voilà, la base. mais ça, c'est du social. Ah bah ça, voilà, c'est très moral, c'est bien. C'est sûrement une loi de Madame Taubira, ça. Oui. Non, mais ça va l'inspirer. sûrement. Ah oui, oui, Sûrement, oui. ouais. Bah, il y a des types qui se coupent en fracassant ta fenêtre. C'est pas normal, je veux dire. Ah bah Non, non, c'est les vrai. pauvres, après ça leur Il fait des pourrait mettre randons. du verre qui coupe pas. Je veux dire, du verre sécurisé. Bien En fait plus, pour- c'est un accident du travail. Ah, oui. Nous allons avoir un C'est la invité moindre surprise. Alors, cet invité surprise, il est musicien, mais un musicien pas comme les autres, puisque ces instruments, les instruments dont il se sert, se vendent au poids et qu'il fait de la musique avec ses poings. Bonjour Jean-Bernard Lemoine. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, je salue en vous un carillonneur. Combien y en a-t-il en France? Oh, 2 douzaines maximum. Pas plus, hein. Bon, Ça fait pas moins de 24, pourtant, hein. il y a pas mal de carillons, hein. Ouais, une petite soixantaine, disons. Voilà. Donc, il y a des carillons qui n'ont pas de titulaire, alors que les grandes orgues en ont presque tous. Pas tout à fait quand même. Dans Ouais. le domaine des orgues, on peut estimer que 35 ou 40% des orgues n'ont pas de titulaire non plus, hélas. Ah oui. Alors, je vous appelle parce que d'abord, vous êtes le conservateur du musée des carillons. Les plus anciens remontent à quelle époque? 1510. Oh là là. Dis donc. Alors, naturellement, ce sont des instruments solides qui traversent bien les siècles, hein. Oui, en théorie, parce qu'il suffit d'une guerre pour transformer les cloches en canons. On a connu ça au Moyen-Âge, au temps de Napoléon, et puis pendant les guerres de 70 et de 14. Il y a un répertoire qui est dédié aux carillons et qui ne ressemble pas au reste, hein. Oui et non, il y a tout un répertoire. On peut tout jouer sur un carillon. Jacques Brel, Trenet, Mozart, Ah oui Strauss, des marches militaires, tout est possible. Ah oui, vous avez déjà essayé d'interpréter Il y a de la joie au carillon? Ah oui, le Trenet, bien évidemment, comme Ah, ça ira, et la Carmagnole le 14 juillet. Il faut de la force physique, hein. Ah, il faut du poing, il faut de la force. C'est pour ça que les dames, jusqu'à maintenant, ne pratiquaient pas. Depuis quelques années, les femmes s'y mettent parce que les carillons sont beaucoup plus légers à Ah manier. bah voilà. Bah oui, oui, mais oui. elles sont un peu cloches aussi, il faut dire. hein. Plus la femme est lourde, plus le carillon est léger. Alors on se souvient, Monsieur Lemoine, que vous avez eu l'honneur de donner un petit concert devant Jean-Paul II, hein. Absolument. Devant, j'étais au-dessus à 35 mètres de hauteur et Jean-Paul était en bas de la basilique. Et quand il est arrivé au pied de La basilique d'Annecy, hein. Voilà, tout à fait. Oui. Eh bien, j'ai joué d'abord l'hymne pontifical, l'hymne du Vatican, la Marseillaise du Vatican, composée par Gounod, et puis 3 cantiques que le pape affectionnait beaucoup, des cantiques à la Vierge qui venaient de Pologne, bien évidemment. Alors le pape a été extrêmement surpris, il a levé la tête, il n'avait jamais entendu ça sur un carillon. C'est la dernière fois qu'il a levé la tête parce qu'après il était bas. Oui, parce qu'il n'avait pas la tête facilement Il est où le levée. musée du carillon? À Grenoble. Ah oui? Non. Vous le connaissez? Non, parce que je dis qu'il y avait un carillon à Grenoble, mais c'est un très mauvais jeu de mots. Mais là, c'est Oh, le carillon. Alain Carignon. Oh là 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 là. Oh là là. C'est dans le nord de la France que l'on trouve le plus de voyez, carillons. Bah, bien sûr, il y en a à Bruges, mais c'est pas la France. Non, mais je parle pas de Bruges en ce moment. Bon. Vous jouez d'autres instruments, Monsieur Lemoine? Ah oui, je suis pianiste, je suis harmoniumiste. Ah, ouais, vous êtes Je joue de musicien, quoi. l'harmonium et de l'orgue, je suis organiste aussi, à côté d'Annecy, à Thônes. À quelle occasion joue-t-on du carillon? Tout est bon. On peut jouer pour les fêtes religieuses, mais à l'occasion de visites, de concerts, le 14 juillet, le 11 novembre pour les anciens combattants, quoi qu'il n'y en a plus maintenant. Mais tout est bon. Commémorer par exemple cette année l'anniversaire de John Cage ou bien de Carl Philipp Emanuel Bach. Tout est bon pour jouer du carillon. Ah oui. Oui, mais dans certains endroits, on en jouait quasiment tous les jours, le matin, non? Ah, oui, absolument. Pour la- pour la le messe, carillon non de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord est joué tous les jours Ah à oui. midi. Ça c'est fabuleux. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Très Et joli. qu'est-ce qui compose pour le carillon? Eh bien, au XVIIIe siècle, il y avait des compositeurs. Ensuite, début XXe, des Belges et des Hollandais, ce qui est logique puisque le carillon est flamand d'origine. Et maintenant, vous avez des compositeurs américains qui composent allemands, anglais, hollandais, qui font des musiques contemporaines qui ne sont pas toujours très perceptibles par le public. Les publics, ils préfèrent Trenet, Brel, Mozart ou Strauss. Sheila. Merci et bravo, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup.
La cloche a sonné chez là, c'est ça? Oui, t'as raison. C'est fou d'exercer un métier alors qu'il y a une douzaine de personnes seulement qui c'est amusant, ça. en font autant. Enfin, ça diminue la concurrence. Maintenant, nous allons faire la connaissance de l'auditeur d'honneur. Voilà, bonjour Freddy. Bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour Alors, à tous. Freddy, on l'appelle Kiki. Pourquoi Kiki? On l'appelle Kiki de cette génération en génération en fait. Ma grand-mère appelait mon père Kiki. Ah oui. M'a appelé Kiki après, c'est tombé dans l'oreille des copains. Et D'ailleurs, vous ne ça seriez reste pas là sans le Kiki de votre papa. Exactement. Le Kiki de papy. Dites-moi, vous appelez Blo, est-ce que vous savez qu'il y a eu un best-seller qui s'appelait Monsieur Blo? Ça vous dit rien? Ah non, pas du tout. Alors, c'était Pierre Daninos qui avait identifié le français moyen sous ce patronyme. Et Monsieur Blo a été célèbre pendant 30 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis vigneron dans l'appellation Vouvray. Alors, quel vin? Essentiellement du Vouvray en fait. Vouvray en méthode traditionnelle et des Vouvray tranquilles. C'est dans le Val-de-Loire, situé entre Tours et Amboise. Ça se vend bien? Ça va, c'est quand même une appellation assez porteuse. C'est des vins bon rapport qualité-prix qui restent sur le fruit, ce que les gens apprécient actuellement. Quoi. C'est très très bon. C'est du blanc, non? C'est bon, mais C'est du ça blanc, tape, ouais. C'est que du blanc à 100%. ça tape un peu sur le haut de la tête. Pour une grosse commande, vous feriez des prix à Monsieur Perroni? J'irais même le livrer chez lui s'il fallait. Ah ben vous serez bien reçu. N'arrivez pas les mains vides. C'est très très parfumé. Vous allez avoir du mal à passer la barrique dans l'escalier. Voilà, écoutez, Kiki, je vous remets votre diplôme d'auditeur d'honneur. Et puis je salue là aussi une belle et très ancienne profession, celle de vigneron. Merci beaucoup. Autour de moi aujourd'hui, pour ces grosses têtes en folie, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Maillot. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Pierre Bell. Présent. Alors, on va parler des médias en général, mais surtout de la presse écrite qui est devenue en quelque sorte la parente pauvre des médias. Est-ce que certains d'entre vous sont des papivores? Oui. 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 Oui, J'ai beaucoup dans de le train, journaux. dans le train. Moi, j'achète les journaux papier dans le train. C'est là qui finissent en général, dans le train les vieux journaux, ça finit dans le train. mais Ça pourrait être sinon, non, commode. c'est surtout Internet. Je sais Mais pas, bon. j'ai une quinzaine d'abonnements, et les puis papiers voilà, dans le train, vous oui, levez oui. le matin, vous avez... Mais faut dire que vous êtes un cas particulier, vous, Bernard, parce que l'actualité est votre matériau. Hein. Ouais. Dans le train. Cela dit, quand vous allez pêcher l'info sur Internet, vous avez conscience que vous participez au naufrage de la presse écrite? Oui, mais je sauve la forêt. Ah oui, il encourage, il lutte contre la déforestation. Non, mais le problème, habitant à Paris, il y a encore quelques années, il y avait un kiosque à la Madeleine qui était ouvert à 3 heures, enfin toute la nuit. Donc à 3 heures du matin, 2h30 du matin, j'allais chercher mes journaux du matin, tout frais. C'était un grand plaisir, l'odeur de l'encre, du papier et tout. Mais ça a totalement disparu, tout ça. Donc pour avoir des nouvelles le matin, il n'y a que la radio et Internet. Mais parce que vous êtes un drogué de l'info. Ah oui. oui. Mais tu lis pas tout. Jacques aussi. Tu lis pas tout. Moi, par exemple, je ne lis jamais le sport. Ah non, ça m'emmerde. L'économie, parce que j'y comprends Ah oui, rien. moi non plus. Ah bah tu vois. Je lis que le titre. Oui. Ah oui, non, pour ça, oui. Moi, je refuse les pages médicales, ça me met le bourdon. Pourquoi? C'est vrai? Ah oui, je trouve qu'on se trouve toutes les maladies si on se met à lire ça. Oui, mais quelquefois, il y a des découvertes, il y a des progrès. Ouais, mais j'aime pas trop. Enfin, si on lisait que ce qu'on comprend, on passerait pas longtemps à... Non, mais là, vous êtes quand même très parisien. Hein. Moi, personnellement, je lis Vous, un c'est la journal presse de province. régionale. Ah oui, qu'est-ce que Ah c'est? oui, forcément. C'est pas construit de la même manière. C'est la Gazette du Non, Périgord. La PQR. je lis Sud-Ouest, tout simplement. Ah bah bon, oui, mais c'est qui est un normal. grand journal. Oui. Hein, Qui est du Sud-Ouest distribué, de la France. il est distribué uniquement dans le Sud-Ouest. Oui, bien sûr, c'est son nom. Mais t'es C'est pour ça abonné, qu'il t'es s'appelle comme abonné. ça. Pardon? T'es abonné, t'as pas un kiosque à côté de chez toi, enfin... J'ai mon libraire, tout simplement. Attends, Dans mon village, il y a un libraire Il y a un libraire qui vend dans des ton journaux, village, bien oui. entendu. Moi Des aussi. journaux Journaux. français et anglais.
car nous avons beaucoup d'anglais, donc ils vont également les quotidiens. Alors, grâce à votre régional, et surtout à la rubrique locale, vous êtes informé, par exemple, quand vous n'avez pas pu y assister, sur le départ à la retraite de l'adjudant de gendarmerie. Oui, absolument, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est marrant, il y a une partie nationale, bien entendu. Oui, et une partie régionale. Comme tous les journaux. Et puis, il y a la partie régionale qui est très importante. Et vous savez tout sur le moindre village, ce qui est passé. Le défilé de majorette avec la fille du quincaillier. Mais c'est un charme. C'est un charme extraordinaire. Comme les sports. Quand tu n'as que le rugby national. Mais là, il y a des dizaines de parties de rugby plus ou moins heureuses. Des parties de pétanque. Mais oui, on voit davantage de poules. Non, mais c'est beau. L'exposition de peinture. Il a raison. C'est un journal plus proche de les journaux. Les quotidiens régionaux ne sont pas du tout faits comme les. Rien à voir. La presse nationale. Nous, c'est Ouest France. Nous, c'est le Télégramme. Moi, je lis beaucoup le Télégramme. Et alors, ils ont des dizaines, pour ne pas dire des centaines de correspondants. Oui, bien sûr. C'est souvent le secrétaire de mairie. Et on n'ignore rien de ce qui se passe. Ou le libraire, ou le... Alors, il y a un problème avec la presse, ce sont les interviews des politiques. Bon, vous les lisez, parce que quand même... Bon, ça, oui. Parce que bon, c'est intéressant et souvent c'est comique, involontairement, mais c'est comique. Alors, il faut savoir que quand un journaliste a affaire à un homme politique et qu'il lui déballe quelques informations, il y a deux possibilités, le on ou le off. Alors, le on, en principe, il peut rapporter à ses lecteurs ce qu'il a entendu, et le off, il faut qu'il le garde pour lui. Alors, Christophe Barbier, qui dirige la rédaction de l'Esprex, nous avait ici alerté sur la difficulté de respecter cette nuance. Nous, on a le off et le on, mais il n'y en a plus. Vous savez, le off, c'est comme les dates sur les yaourts, sauf que c'est l'inverse. Sur les yaourts, il y a une date au-delà de laquelle on n'a plus le droit de le manger. Le off, c'est l'inverse. Il y a une date au-delà de laquelle on a le droit de le répéter. Alors, parfois, c'est 3 minutes et on tweet. Parfois, c'est 3 mois et on fait un bouquin. Parfois, c'est 30 ans. Là, c'est un secret d'État. On n'en a pas beaucoup. Oui, il y a aussi des politiciens qui demandent aux journalistes le off en espérant qu'ils ne tiendront pas compte. Bien entendu, quand c'est off, ça doit être répété beaucoup plus vite. Vous savez, puis du on, c'est quoi? C'est du off, mais on n'a pas entendu que c'était off. Donc. Alors, une question qui m'intéresse au premier chef. Est-ce que vous êtes certain, comme vous avez l'air de le dire, que les politiques considèrent les journalistes comme des salauds? Oui. Ils pensent que ça irait mieux sans nous. Et à la fois, ils ne peuvent pas se passer de nous. C'est un peu comme avec les femmes, vous voyez. Et donc, on rêve tous d'un monde sans, mais un monde sans, c'est l'enfer. Et donc, les journalistes sont quand même pas vraiment aimés des politiques. Ou alors, ils les épousent. Mais vous savez, l'histoire du on et du off. Moi, dans mon bled, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Jean Glavany. Et Jean Glavany est très proche de Lionel Jospin. Et à l'époque, quand je travaillais avec Laurent, j'allais là-bas, quand je le voyais, je disais à Jean, on buvait un verre, et puis je lui disais, et en ce moment, Jospin, c'est comment? Et un jour, Glavany m'a dit, je ne te dirai rien parce que ça va se retrouver soit chez Gérard, soit chez Bouvard. Et alors, on parlait du temps qu'il faisait de son bateau, vous voyez. Qu'est-ce qu'il est devenu, Jospin? Alors, il est toujours à l'île de Ré? Il élève des bulots, oui. C'est les vacances de Monsieur Bulot. Alors, bon, chacun prend ce qu'il veut, d'ailleurs. Et parfois, c'est tout à fait non journalistique dans les journaux. Il y a les mots croisés, il y a le sudoku. J'adore ça. Il y a l'horoscope. Il y a l'horoscope. Alors, vous regardez votre horoscope? Moi, je commence toujours par l'horoscope. Oui. Moi, je regarde l'horoscope de ceux qui sont morts la veille. Et je vous recommande le truc. Ça va vous faire marrer, mais alors... Est-ce que vous êtes capable, en fonction de ce que annonce ou conseille l'horoscope, de changer le programme de la journée? Enfin, c'est pas très intéressant, mais quand je me lève, je fais l'horoscope du Parisien, les tarots du Parisien sur Internet. Alors, je les fais sur l'ordinateur, sur les tablettes et sur mon iPhone. Et tu prends ton petit déjeuner à quelle heure? C'est jamais le même, hein, le même jour et tout, c'est des horoscopes différents. Ah oui. Et après, soit je fais la gueule toute la journée, soit je laisse sourire. Tu te laisses influencer alors par les... Chez nous, il y a Christinas le matin. Ah bah j'écoute aussi, bien sûr. Mais les tarots, c'est pas mal, hein, parce que c'est comme les jeux de casino, vous voyez. Vous appuyez sur les cartes et hop, elles se retournent. Mais il y a un phénomène extrêmement curieux que vous avez sûrement constaté, c'est que lorsque la une est devenue privée, et donc totalement commerciale, et totalement commerciale également dans ses programmes, c'était évident pour tout le monde qu'il y ait à voir l'horoscope sur la télé. Non mais c'est vrai, ça correspond à la clientèle qui cherchait à démarcher.
Eh bien, il n'y en a jamais eu, parce que M. Lelay était totalement opposé à ce genre de divination. Ouais. Ah oui. Et il y a des émissions sur la TNT avec des voyantes. Non mais d'accord, Oui. mais Et pas c'est- Et c'est pour ça qu'il n'a pas vu venir la TNT, le lait. Oui. Il y a bien sûr la presse satirique dont nous donnons assez largement l'écho le mercredi. Il y a le Canard enchaîné, il y a Charlie Hebdo. Je vous rappelle que nous avons eu le directeur de Charlie Hebdo comme invité d'honneur, Charb. Alors, on l'avait questionné sur ce qui fait le succès de son journal, les couvertures. Et il nous avait donné quelques exemples. Un verre, ça va. 2 verres, bonjour les Diana. Ouais. Et effectivement, ouais. Et il y a un dessin de Cabu qui rend hommage à Trenet, Mitterrand, avec le chapeau de Trenet, en train de danser. Prostate, youp la boule. Sœur Emmanuel au Rwanda. Si tous les gars du monde voulaient bien se donner le moignon. Voilà. Voilà, ça c'est encore Cabu, mais je vais finir par le virer du journal. Il peut pas continuer à faire ça. Les moignons sont très ressemblants. Les moignons sont ressemblants. Ouais. Et ensuite il y a les 30 glorieuses. J'élève mon enfant. On voit une femme, une jeune mère de famille en train de lire J'élève mon enfant. Et les 30 merdeuses. J'élève mon chômeur. La même. Les acquittés d'Outreau n'osent plus fourrer la dinde. Je veux pas retourner en prison, dit le gars. Il y a eu le fameux l'historique Baltragique à Colombay, oui. Ouais. Il faut les préciser quand même que ça venait après l'incendie d'un Dancy. Non, du 5-7. Prosper Youplaboum, c'est pas du tout dans les chevaliers. C'est Chevalier. C'est Chevalier. Non, c'est pas Trenet, c'est Chevalier. C'est pas Trenet, c'est Chevalier, c'est ça. C'est Chevalier. Bon, quand ils seront d'accord, les deux vieux. Non, mais il a parlé sans arrêt de Trenet. De Trenet, c'est pas Trenet. Ça serait pas Bert Silva? Non, c'est Chevalier. C'est Chevalier, c'est Vincent Scotto qui a fait la Bah oui, alors, il Tu mélange vas voir, tout. j'ai le point de Bert Sylvain encore, il est assez fort. Les mots croisés. Ah, j'adore ça, moi. Les mots croisés du Figaro Magazine, moi, le vendredi matin, je lis le journal après avoir fait les mots croisés. Mais alors, je fais les trois. Je fais le Figaro Madame, j'ai l'ordre, je fais le Figaro Madame, le supplément télé, et je termine par le Figaro Magazine lui-même, et après, je lis le quotidien. Ça y est, fait quand même des belles matinées. Hein. Non, si je les ai pas finis dans la matinée. Chaque semaine, il y a des véritables surprises. Des choses qu'on n'attend pas. Non, mais c'est vrai. Non, ils sont vachement bien. Ah bah, c'est formidable. Enfin, j'aurais jamais réussi à en finir un. Ah, il n'y a rien qui m'ennuie davantage que ça. J'ai jamais réussi à en commencer un, moi. Mais je ne suis pas mot ça croisé. m'ennuie. Mais attendez, on peut jouer au Scrabble aussi. Ah oui, on peut faire des des tas de choses. Ah bah, on peut jouer On peut jouer à chat perché. Puis alors, ce qu'il y a de bien aussi, moi j'aime bien les mots fléchés parce que c'est une contrepétrie. Ah oui, les mots fléchés, très joli contrepétrie, oui. Faut me lécher. Oui. Oh là là. Vous voyez où on est tombé. Non, mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup. Il y a également les magazines, les gazettes. Les gazettes, vous les appelez par leur nom, tout à fait locales. Moi, personnellement, dans mon village, une communauté de communes, de 6 ou 7 communes, il y a une gazette, la Gazette de Montpazier, qui est rédigée par les gens de Montpazier. Ah bah, la Gazette de Montpazier, attendez, à un moment donné, ça a peut-être un petit peu décliné maintenant, mais à une certaine époque... Bien sûr. Mais c'est parce que le directeur n'a plus sa paix. On la reçoit tous les mois. Et la qualité du papier. C'est du papier, monsieur. Il y avait ça dans les lycées aussi, la Gazette. Vous vous souvenez de la Non, mais ça existe personne, encore, là. la personne qu'on avait surnommée la plus grosse commune de France? Non. Régine. Oui. Voilà. Oh, c'était méchant. Hein. Combien alors de communes? 6-7? 6-7, et il y a donc des écrivains dans ces 6-7 communes. Ça fait combien? 12 lecteurs? Alors, non pas du tout. Mais tous les habitants de la commune reçoivent la Gazette, donc ça fait quand même plusieurs milliers de personnes. Et d'autre part, elle est avec des articles évidemment concernant notre communauté de communes, et même à chaque fois des poésies. Et le papier. De la poésie locale, ça c'est bien. Oui, mais et le papier est parfumé à l'anis. Non, 6-7 à l'anis. Non. Et les faits divers, ça doit être formidable. Alors les faits divers, les faits divers, il y a des accros. Hein. Ah oui, c'est formidable. Attendez, ça dépend. Quel genre de faits divers? Ah bah justement dans les journaux locaux comme le Télégramme ou la Dépêche du Midi. Il tue le sanglier en croyant que c'était sa femme. Ouais. Non mais c'est vrai, il y a des choses comme ça.
violée à l'arrêt du car. Elle avait 82 ans. Moi, j'ai vu ça. Elle a été violée à l'arrêt du car. On a eu peur. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez des accidents de chasse. Le gars qu'on a chopé, il avait 5 grammes d'alcool dans chaque poche. Ça, c'est toujours formidable. Il était toujours pas dans le coma. Puis on donne le nom du mec, vous savez. Alors dans le bled, il passe pour un héros, évidemment, après. Mais c'est... tu lis ces trucs-là. Ah ben moi, j'adore ça. Les faits sordides. Dans ces petits faits divers locaux, c'est assez amusant. Ah oui, c'est formidable. C'est rarement atroce, quoi. Il a pris l'autoroute à l'envers, il avait 2,8 g. Enfin, c'est formidable. Oui, non, mais et je pense que dans tous les journaux locaux, les quotidiens locaux, il doit y en avoir des paxons comme ça. Avant, il y en avait, quand existait France Soir, encore à l'époque, il y avait une belle page de faits divers. C'était formidable. Et je sais pas pourquoi les mecs, ils ont enlevé petit à petit le... Et puis il y avait Détective. Ah non, mais ça, c'est un hebdomadaire. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours des faits divers, mais jamais de faits d'été. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être pas mal. Non, il y a eu le très grand détective avant-guerre, bien entendu. Bien sûr. Avec Kessel et tout ça. Bon, ça, c'était le grand détective. Et puis après, ça s'est malheureusement très dégradé. Un petit peu, galvaudé. Gagné au poker par un impuissant. Personnellement, c'est mon outil de travail. Bah oui, bien sûr. Donc forcément, vous avez énormément de faits. Ce qu'on dit pour les faits d'été, si tu veux, il y a toujours les marronniers. Par exemple, pour la Côte d'Azur, c'est souvent le hors-bord fou a encore frappé. Ah oui. Vous savez, dès qu'il y a un truc, il rencontre un pédalo, ça. Il y a le hors-bord fou, il y a le camping infesté, j'avais vu ça, infesté de scorpions. Ah oui. Dans en Provence. Oui, et ça revient le tous les scorpion Si je noir des comprends bien, Cévennes. Monsieur Perroni, tout vous est bonheur. Oui, tout lui est bonheur. Dès lors que vous êtes bien au chaud sur votre canapé. Non, moi, l'été, je lis ça à la terrasse du bistrot. Non, mais c'est très agréable. Le camping infesté de scorpions. Oui, ça arrive. C'est marrant. Les incendies de forêt. Oui, c'est en fin d'après-midi, ça, Quentin. En Bretagne, c'est le camping sous les eaux, en général. Alors, tout le monde ne lit pas la presse du même œil. Écoutez Jean Ferniaud, qui avait recueilli à cet égard une confidence du général de Gaulle. Je me souviens il m'a reçu en 68, avant les événements de 68. Et nous parlions de la presse. Son mépris était visible. Il n'avait que des mots durs pour les journalistes. Par exemple, il disait « Quand je m'ennuie, je lis Le Monde et je ris. » Oui, alors que c'est plutôt Le Monde où on s'ennuie que Le Monde où on rit. Moi, je ne le lis pas. C'est pas très lisible. Non, je ne le lis pas. Puis alors avoir la leçon sans arrêt, savoir ce qu'il faut penser. Non, pas trop quand même, c'est plus Libération. Non mais attendez, est-ce que vous Libération, lisez... c'est un tract maintenant. Vous êtes capable de lire des journaux d'opinion si ce ne sont pas les vôtres? Ah bah oui. Ah oui. C'est ça qui est amusant en même temps. Parce que si on va à la pêche de ceux qu'on connaît déjà, de ceux avec c'est le bréviaire. On est d'accord, il faut aller essayer de choper les opinions Comme inverses. dirait De Gaulle, il faut se faire une idée générale. Ah bah oui, bravo. Alors, l'interview, quand même, maintenant, c'est devenu la mamelle de la presse. Mais c'est bien la montagne. Moderne, hein. Faire parler quelqu'un. Ah oui. Alors, il y a deux façons, mais de plus en plus, c'est question-réponse, hein. Oui. Avec des espèces de petits questionnaires à la Proust, c'est ça? Oui. Ah, pas toujours. Il y a non, le questionnaire chinois aussi. Oui. Non, ça, c'est pour des journalistes paresseux qui ne donnent pas c'est pour les magazines, la peine de concevoir des questions. Non, je parle du question-réponse, c'est-à-dire que le journaliste qui vous interviewe pose sur la table son appareil enregistreur, et puis, il vous laisse parler, et puis après... Ça, c'est pas très agréable. Ah ben oui, mais c'est ce qui se fait de... Il paraît que beaucoup d'interviewés réclament le papier pour le corriger. Alors, est-ce que c'est bien ça? Alors, on peut refuser, d'ailleurs. Mais quand on a de bons rapports avec quelqu'un ou qu'on est impressionné par le pouvoir en place, on peut le faire. Alain Duhamel nous avait raconté un jour une interview inoubliable de Valéry Giscard d'Estaing. Alors là, c'était pendant qu'il était président. Il y avait une émission qui s'appelait 1 heure avec le président. C'était des animateurs différents chaque fois. Quand ça a été mon tour de la diriger,
On m'a demandé, un de ses conseillers m'a demandé 48 heures à l'avance, m'a appelé en me disant mais on n'a pas reçu les questions. Alors je lui ai dit quelles questions? Il m'a dit les questions des journalistes. Je lui ai dit vous n'aurez pas de questions de journalistes. Alors il a commencé par discuter en disant à ce moment-là, je lui ai dit écoutez, si vous voulez que je dirige l'émission, il n'y aura pas de questions. Bon, et puis ça m'avait agacé quand même. Bon, d'abord, ça m'avait vexé parce que je m'étais dit que d'autres donnaient des questions, ce que je trouvais pas très bien. Et puis il m'avait agacé. Bon. Alors donc, l'émission se fait. Et après, je vais voir Valéry Giscard d'Estaing. Et je lui dis, mais c'est vous qui avez demandé les questions à l'avance? Et il a eu cette réponse qui est toute lui. Il a dit, pourquoi auriez-vous voulu que je demande des questions alors que je connais les réponses? C'est joli, très magnifique. Eh oui. Il y a les politiques, il y a les artistes, il y a les couronnés. Les couronnés, alors il y a maintenant des journaux, pas mal faits d'ailleurs, qui ne parlent que des têtes couronnées. Oui. Point de vue existe depuis très longtemps. Point de vue image du monde. Il y en a d'autres aujourd'hui? Il y a de la tête couronnée un peu partout. Le gala, c'était un peu jour de France, non? Oui. Non, ce qui est amusant maintenant, c'est quand même systématiquement, quasiment toutes les semaines, l'un de ces journaux qui parle des grands, qui parle des vedettes, qui parle de ceci, de cela, voit en première page son jugement qui doit faire paraître. Et maintenant, c'est presque une publicité pour ces journaux. Avant, ils essayaient par tous les moyens de ne pas mettre leur condamnation dans leur première page. Non mais attendez, on leur demande pas leur avis. C'est le jugement du tribunal qui les oblige à mettre à la même place le droit de réponse. Et alors ça a un énorme intérêt pour ceux qui demandent ces réparations, c'est que comme c'est des dommages et intérêts, elles ne sont pas imposables. Et oui, bien sûr. Alors écoutez, il faut pas croire que la presse people est un phénomène moderne. Patrick Evenot, qui a écrit une histoire de la presse, nous avait dit que ça remontait à très longtemps. Moi, je crois que le people, il y a toujours eu des histoires de, comme on dit ici, des histoires de cul, quoi. C'est vraiment un truc qu'on peut raconter dans la presse. Enfin, moi, je peux vous en raconter quelques-unes. Oui. Toujours, oui. Félix Faure, Félix Faure, c'est notre idole. C'est votre idole. Quand il est mort en 1899, le majordome rentre parce qu'il y a la sonnette qui s'agite et il rentre dans la pièce. Il trouve Félix Faure agonisant. À moitié dévêtue, et sa jeune maîtresse de 30 ans de moins que lui, elle aussi à moitié dévêtue. Et c'est Clémenceau qui a dit à ce propos-là, il s'est rêvé César et il est mort Pompée. Bon, donc, c'était génial. Avec Figaro, un journal tout à fait conservateur, etc., qui le lendemain, évidemment, il peut pas annoncer la nouvelle comme ça, donc il parle de la mort de Félix Faure, mais il dit, à le voir résister aux fatigues et lasser son entourage, on n'eût jamais pu croire que ce quinquagénaire, vigoureux et droit, était si près de la mort. Elle lui a été clémente. Il en savourait, quand on parle de son mandat, il en savourait les douceurs, les enivrements avec une satisfaction infinie. Bon, il y goûta d'ailleurs les jouissances qui en multiplièrent et en rehaussèrent les attraits. Ça met une petite place. Aujourd'hui, on fait dans le crapoteux. Attendez, quand vous écoutez ça, moi je croyais que ça remontait plus loin parce que je me suis toujours dit que Saint-Simon était le premier journal people. C'est sûr. Un grand journaliste. Un grand journaliste. Ah oui. Enfin, il était bien introduit auprès du roi. Oui. Bel acteur. Michel Simon. C'était Bernard Mabille qui venait de... Et la marquise de Sévigné aussi. Oui. À moins que ça. Elle faisait du reportage. Elle faisait du reportage à sa fille. Voilà. Si, tout à fait. Alors, une première citation que nous propose Monsieur Félix de Poitiers, qui a dit: le comble pour un journaliste, c'est d'être à l'article de la mort. C'est Tristan Bernard. Non, mais c'est Bernard Shaw. Alphonse Allais. Non, c'est pas loin. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de ma vie. Ça, c'est une super phrase. C'est beau, hein? Ah, c'est super. Mais Jules Renard, chaque phrase. Alors, il n'était pas journaliste, mais il a laissé un journal. Oui. Ah oui. Il était diariste. Il était diariste. Oui. J'ai eu ça ce matin. J'étais sûr qu'il y en aurait un pour l'affaire. C'était fait pour, on a répété pendant des heures. C'est normal, il rentre. Il l'a bien amené, hein. Mais il rentre de croisière, c'est normal. C'est dommage aussi de ne pas se priver. De se priver plutôt. Monsieur Borel de Murol propose la deuxième citation qui a dit: les deux mamelles du journalisme moderne sont l'information et le démenti. Ah, ça je sais, c'est Pierre Lazareff. C'est Pierre Lazareff. Bonne réponse de Péroni.
Est-ce que vous savez, demande Madame Lacontre, est-ce que vous savez pourquoi Karl Marx s'est exilé? À cause d'un article? Pour pas payer d'impôts. Oui. Ah oui. Il avait incité les gens à ne pas payer d'impôts et on l'a mis à la porte. Bonne réponse de Péroni. Alors, il y a la presse économique et financière. Bon, si on s'intéresse aux affaires, si on a des actions en bourse... C'est très technique comme langage. Très technique. Oui, moi j'aime bien. Parce que tu lis, toi, ça t'arrive. Mais il y a des actions en bourse. Non, mais c'est pas pour les actions. Moi, ce qui Je m'intéresse... vous rappelle que c'est un Auvergnat, donc tout ce qui est argent l'intéresse. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mécanismes économiques, par exemple, est-ce qu'on doit rembourser la dette de la Grèce? Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Parce que c'est de la psychologie, en réalité. J'aurais bien aimé faire des études d'économie. Mais il n'est jamais trop tard. Et pourquoi il n'est pas trop tard? Oui, je pourrais, oui. Hein? Le théâtre marche tout seul. Bon. Alors, il y a évidemment de temps en temps des cas de conscience qui se posent aux journalistes. Ils savent quelque chose et ils se demandent si on doit rendre ce qu'ils savent public. Un jour, nous avions invité ici Olivier Royan, qui dirige la rédaction de Paris Match. Il nous a raconté justement comment les gens qui, beaucoup plus tôt, dirigeaient son hebdomadaire avaient résolu, mais pas tout de suite, en réfléchissant beaucoup, de publier la première photo de Mazarine, qui était la fille cachée de Mitterrand. Pas quelque chose de facile du tout, parce que entre le fait partagé par le tout Paris de l'existence de Mazarine, qui était là, connu depuis des années, et l'instant où Mitterrand pose sa main sur l'épaule de Mazarine qui révélait l'histoire au grand jour, mais il a fallu des mois et des années. Et vous avez négocié quand même, vous avez prévenu le président. L'expression qui a été utilisée par Roger Théron, c'était « c'est pas le feu vert, c'est pas le feu rouge, c'est le feu orange ». Oui. Oui, enfin, il ne s'est pas opposé. Hein. Non, mais à toutes ces affaires, vous remarquerez qu'en France, il y a quand même, et j'espère que ça va durer, il y a quand même un grand respect de la vie privée. Oui. Honnêtement. Contrairement aux Anglais. Aux Anglo-Saxons. Et aux Italiens. Ah, les Italiens. Oui, franchement. Enfin, attendez, le respect de la vie privée. Mais Mazarine, tout le monde, on savait tous. Oui, non, mais attendez, par exemple, dans l'affaire DSK, on a eu droit à tous les détails. Ah oui, mais attendez, c'est parce que ça, il s'est fait faire aux pattes, si j'ose dire, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. On ne l'aurait pas vu avec les menottes dans le dos et oui, tout mais ça. quand même, quand la femme de Dodo la Saumure a raconté mais ses débats vient des États-Unis. dans les couloirs, dans les toilettes. Là, on pouvait pas faire l'impasse. Le monde entier a été arrosé par les images. Il n'y a pas que Nafissatou Diallo qui a été arrosé. Non, le monde entier. Hein. Donc, ce Strauss-Kahn, on savait avant. On savait avant. Et personne n'en parlait. Personne n'en parlait en disant... On était tous au courant. Non, mais attendez, il n'y avait pas eu de plainte, il n'y avait pas eu d'accusation de viol. Non, ça restait... Il allait dans des endroits fermés où il rencontrait des amis qu'ils avaient très ouverts, jamais vus. Voilà. Mais bon, il y avait des échanges humains intéressants. C'était un socialiste qui aimait bien élargir au centre. Bah oui. C'est le rôle du patron du FMI, c'est d'injecter des liquidités. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Jacques. On voit que tu t'intéresses à l'économie. Parce que tu as le langage technique idoine. Bien sûr. Tout ça vient de la bourse. Ben oui. Non, mais on a tous ici, tout ce qu'on est, on a 2-3 machins qui se sont répétés, des trucs comme ça. Et même dans un sketch avec Laurent, même si c'est sur scène, on le dira pas. Mais moi, j'ai des fiches sur Bernard Mabille, mais je n'en parle pas. Il y a quand même, quand on dîne en ville, un minimum médiatique pour participer à la conversation. Si on veut la ramener un petit peu... on peut pas parler que du temps, il faut bien parler de ce que... Voilà. Il y a une chose que j'ai constatée personnellement, c'est lorsqu'on est agressé par un journal, ce qui m'est arrivé, forcément toute personne publique un jour, pour une raison X ou Y, est agressée par un journal. Si vous commencez à répondre à l'agression, on n'en est pas sorti. Parce que c'est forcément le journal qui aura toujours le dernier mot. Oui. Alors que si vous êtes totalement, vous laissez dans l'ignorance absolue ce premier article, ça s'arrête là et ça ne va pas plus loin. Mais alors, ce qui est difficile, c'est quand c'est un mensonge énorme. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le Parisien libéré, pour ne pas le nommer, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il utilise presque un quart de page, ce qui n'est pas rien
pour le Parisien libéré, avec un gros titre, Il est forcément. plus libéré depuis longtemps. Dans lequel je devais à une dame 145 millions d'euros. Le titre, c'était ça. Ah oui, je me souviens. Pierre Bellemare, 145 Oui, millions. oui, oui. Tu te dis, merde. Ce qui est beaucoup pour un instant de plaisir. Oui, hein. ce qui est beaucoup. Ça en fait des pourboires. Rien n'était vrai dans cette affaire. Je n'étais nullement en procès avec cette dame. Ça n'avait rien à voir directement avec moi. Donc, ça n'avait vraiment rien à voir. Aucun sens. Eh bien, si j'avais commencé à dire, je vous demande de rectifier, quoi donc, etc. J'ai laissé passer. 8 jours après, plus personne ne parlait de ça parce que les événements se cumulent tellement qu'ils s'effacent derrière. Ouais, la seule chose où ça reste, et c'est ce qui change avec autrefois, c'est que ça reste très longtemps sur les pages de l'Internet. Et oui, bien sûr. Mais là, la dame ne te réclame plus rien, elle a oublié. Elle m'a jamais rien réclamé. Il y a une expression très distinguée d'ailleurs pour qualifier ce dont tu parles, pour ne pas remuer tout ça et laisser ça, c'est ne pas chier dans le ventilateur. Oui. Parce que oui, voilà. ouais, ça arrose beaucoup. Donc quel est le mec qui a essayé Quand même une curiosité. Par exemple, un jour... Alors, faudrait pas croire que ceux qui dirigent la presse ne sont pas conscients des dommages qu'ils peuvent causer et ne regrettent pas parfois certaines accusations pas fondées. Écoutez Laurent Geoffrin. Les journaux accusent beaucoup de gens. Là, on met en cause des gens. Et quand on se trompe, là, on a vraiment la honte. C'est-à-dire que j'étais à l'Observateur et on a fait plusieurs articles, de bonne foi d'ailleurs, on pensait qu'on avait raison, sur Baudis. Et ce pauvre Baudis avait fait une prestation télévisée catastrophique parce qu'il transpirait. Oui. Et donc, on a enquêté à Toulouse, et à Toulouse, il y avait toute une espèce de conjonction de gens qui s'étaient trompés, qui pensaient que Baudis, effectivement, était lié à ces milieux très glauques. Ouais. Et donc, on a écrit ça, non pas à l'indicatif, mais enfin, on l'a lourdement suggéré. Et donc, il a fallu ensuite prendre un virage à 180 degrés et essayer de corriger. Enfin, et moi, je sais ce que c'est, parce que j'ai vu des hommes politiques qu'on mettait en cause. Par exemple, une fois, j'ai vu Gérard Longuet, que vous connaissez, et il était accusé de malversation dans une histoire de villa à Saint-Tropez. Il me convoque une fois le matin, enfin, il me demande de venir à son ministère, et il était blanc comme un linge, tremblant, etc., derrière son bureau. Et il me dit, écoutez, voilà, je n'ai rien fait. D'accord, il y a des choses il y a des apparences contre moi, il y a des choses, etc. J'ai tout fait préparer dans la pièce d'à côté, et je vous laisse avec les documents. Et il ouvre la porte, et il y avait une immense table où il y avait tous les documents, toutes les factures, les trucs, etc. Et il me dit, voilà, vous prenez le temps que vous voulez, vous regardez tout, et vous faites votre opinion à vous. Et il était vraiment très très affecté, quoi. Et vous avez tout lu? Non, je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas de la police, je peux pas faire ça, je ne veux pas le faire. Je vais pas commencer à éplucher toute votre vie. Ben, c'est pas, ça aurait été un peu Longuet. Ouais. Voilà. Quel à-propos ce déclin. Ça pour un bon mot de à l'époque, j'étais vif. Hein. Vous savez, un jour, il y a une journaliste qui vient m'interviewer et elle me pose la question, pourquoi, avec Laurent Gérard et aux grosses têtes, vous êtes aussi méchant? Et je lui dis, vous savez, c'est peut-être parce que je suis vieux et malade. Et elle m'a regardé, elle a replié son carnet, elle a vu que le cas était désespéré. Vous savez. On n'est pas méchant. Oh non. Non. C'est elle qui disait ça, ce n'est pas moi. Oui, non, taquine. Elle manquait d'à propos. Alors, est-ce que vous lisez des hebdomadaires illustrés? Oui, bien sûr. Ah oui, Ça, c'est quand même une autre presse. Alors, elle est un peu distanciée par rapport à la presse quotidienne, mais bon, il y a de jolies photos. Ah bah, le papier glacé. Les trois grandes photos du Figaro Magazine, je dis pas ça pour vous flatter, je sais bien que c'est pas vous qui les faites pas, mais les trois grandes photos en général sont vachement réussies. Oui. Ah, c'est formidable. Et alors, aujourd'hui, l'imprimerie permet de rendre c'est formidable. Parfois, et même souvent, je trouve que la photo est beaucoup plus indiscrète que l'article. Elle montre des choses. Mais parfois, elle représente quelque chose qu'aucun article ne pourrait suggérer. Je prends cet exemple d'une photo qui a fait le tour du monde, qui est une photo absolument admirable, qui se passe à Toronto, au Canada. Il y a une révolte d'étudiants. Ça se bagarre, la police est là, en casque et tout. Et à un moment donné, il y a une jeune femme qui se trouve mal et son fiancé vient la rassurer. Et donc, ils sont là, au milieu de tout ça, en train de s'embrasser sur le sol, alors que ils sont environnés de gendarmes, etc. Et ce moment d'amour est tellement beau
tellement pur, tellement extraordinaire. On peut pas le raconter. Qu'on ne peut pas. C'est ce que tu as essayé de faire. Mais tu ne peux pas avoir tous ces sentiments. C'est extraordinaire. Il y a aussi la photo que le char à Pékin. Non, Oui, la petite gosse pendant la guerre du Vietnam, c'est une photo noir et blanc. La petite gosse brûlée par le napalm qui court sur la route. Attendez, vous avez eu aussi ça à la télé, c'était insoutenable. Ah mais la télé ça bouge, alors que là c'est en noir et blanc sur une page. Il y a eu la télé d'épouvante qui un jour a représenté une petite fille qui lentement s'enfonce. C'est ça que je pense. Inimaginable. Horrible. Inimaginable. Ils ont fait la même chose. Là, ils ont mis François Hollande et Angela Merkel dans la cour de l'Élysée. Et c'est terrible cette photo. Il a vraiment une manche plus. Ah, il a vraiment, c'est terrible. Il a la manche de la chemise qui est trop longue, qui dépasse, et la cravate qui est de travers. Il a un problème de chemise. Il a un problème de chemise. Il a peut-être un bras plus long que l'autre. Non, mais ça peut arriver. Je crois qu'il a un bras plus court que l'autre. Non, mais c'est pas ça, mais c'est curieux qu'un type qui connaît aussi bien ses dossiers ait des problèmes de chemise. Oui, c'est ça. Voilà, comme on dit dans le milieu, il faut changer la limace, puisque je crois que ça s'appelle une limace. La limace, oui. Enfin, c'est incroyable que personne ne lui dit. Je comprends pas. Non, mais attendez, même le tailleur, on est prêt à se cotiser. Non, mais c'est-à-dire qu'il est taillé d'une certaine manière. Il a les fesses un peu en arrière, ce que fait d'ailleurs très bien Laurent Gérard quand il limite. Il a un petit ventre. Donc il est un peu creusé en quelque sorte. Faudrait pas qu'il ait des costumes aussi cintrés. Voilà. Mais c'est lui qui est cintré. Mais alors il est C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a gardé le cintre dans la veste. Puis il veut peut-être pas se faire tailler non plus. Peut-être. Ce que je comprends pas, c'est la longueur des manches de chemise que on peut quand même faire sur mesure. Ou alors mettre des élastiques en dessous. Oui, on met une élastique ou on met une épingle nourrisson. On met une épingle nourrisson. Voilà. Qui retient un peu, vous savez, comme dans les westerns. Mais les élastiques, c'est ce qu'il y a Il y a bien un tailleur à tulle. Moi, je serais lui, je me mettrais en bras de chemise avec des élastiques. Et puis avec une visière. La casquette à visière. Oui, ça ferait un peu télégraphiste. Claude Darger, pour présenter le journal télévisé. Claude Darger n'avait jamais de chemise à manches longues, il avait horreur de ça. Alors il s'enfilait une petite manchette, une fausse chemise, avec un élastique qui tenait au coude. Et un jour, il a fait, évidemment, ça lui a valu la mise à pied. C'est-à-dire qu'il a terminé le journal en disant « Bonsoir, mes amis ». Il a retiré la première. Il a retiré ses manchettes. Vous ne pouvez pas savoir. C'était extraordinaire. Un éclat de rire général en France. Il avait 2 manchettes pour un journaliste. C'est bien. Il s'est fait virer pour ça. Alors, il y a aussi les publications spécialisées. Magazine automobile, vous devez en être friand. Oui, j'aime bien. J'aime bien Automobile Classique, qui est belle revue automobile, avec des bonnes photos, des bons reportages, souvent vrais, sur la qualité des voitures, les dates de fabrication. Oui, c'est bien ça. Les voitures de collection de Monsieur Maillot, de très beaux articles dessus. Oui. Non, mais je trouve ça très bien. Si, c'est très bien. Alors, j'aime bien ces journaux-là. Ces magazines-là. Ouais. Il y a aussi les magazines scientifiques. Ah non, moi de temps en temps, je ne déteste pas acheter Science et Vie quand il y a un truc qui m'intéresse. Par exemple, il y a 2-3 mois, ils ont fait un machin avec des nouvelles photos sur l'hypothèse que ce serait la dernière photo qu'on aurait vue sur le Big Bang et toute l'histoire. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Question de Monsieur Luigi. Comment appelait-on la censure pendant la guerre de 14-18 ? Anastasie. Anastasie. Bonne réponse de Péroni. Alors là, il faut saluer la mémoire. Faut expliquer pourquoi. Eh bien, justement, je n'ai jamais su pourquoi Anastasie. J'ai regardé dans la mythologie grecque, j'ai pas vu la. Pierre va te le dire. Allez-y, Pierre. Eh bien, c'est très simple. C'est enfantin même, je dirais. Allons bon. Oui. C'était la seconde fille, de l'empereur, c'est-à-dire Guillaume, qui s'appelait Anastasie. Voilà. Et moi qui ai été voir dans la mythologie grecque. Et la Bonne police, réponse de Pierre Bellemare. La police est-allemande s'appelait la Stasi. Toujours en souvenir de ça. Et la dernière fille de Guillaume. Mesdames et messieurs, nous parlions de la presse, donc j'ai tout inventé, bien entendu. Merci. À demain. Et dis-moi, Pierre, Gutenberg, il était sympathique. Quel était son garçon Moi, je l'ai rencontré qu'une fois, il faisait une excellente impression. Mais il faut dire qu'il avait... Il avait très bon caractère. Mais alors, par contre, il mangeait très vite et était toujours sous presse.
Monsieur Le Grand d'Angers dit en 1994, quelle mention a disparu du titre de l'humanité? Organe du Parti communiste français. Oui. Bonne réponse de Péroni. Oui. Parce qu'il n'y avait plus de parti communiste français. Si, mais parce qu'il fallait s'en démarquer si on voulait toucher encore quelques... Non, mais ils n'ont pas abandonné la faucille et le marteau. Si, hélas, parce qu'il y avait une bonne blague qui courait régulièrement. Je ne me torche jamais avec l'humanité, j'ai trop peur de m'écorcher le cul avec la faucille. Oui. Et avec le marteau. À l'inverse, un nanar à qui on demandait pourquoi il achetait ou il lisait Modes et Travaux a dit moi j'adore me torcher avec les patrons. Oui, c'est ça. Et c'est comme le Corse. Le Corse, on lui demandait pourquoi il lisait jamais l'humanité à l'époque où il y avait la faucille et bateau. Oh, j'ai peur des outils. Alors, il y a d'autres publications spécialisées. Le Parti Socialiste avait un truc qui s'appelait l'Unité, vous vous souvenez? Oui. Et on disait c'est parce qu'il y a un seul lecteur. Alors, il y a une presse quand même spécialisée, c'est la presse hippique. Populaire. Ça, c'est incontournable. Ah oui, à un moment, j'ai donné là-dedans. Bah oui. T'as joué aux courses? Oui. Ah, Paris Turf, tout ça. Paris Turf, je faisais le papier avec quelques vieux bibards. Et ça, c'est vieux binards. Bibards, c'est les gars qui vont comptoir. Un verre de blanc, le crayon en main. Tu devrais faire un dico français alcoolo parce que pour nous qui buvons de l'eau, on n'arrive pas à suivre. Non, mais c'est assez intéressant parce que vous voyez les gars. Il y avait les pages jaunes de François, mais c'est surtout Paris Turf. Et vous avez des gars. Vous savez pas ce qu'ils foutent dans la vie. Ils sont toujours là. Toujours aux courses. Ils ont le machin, le crayon. Tu nous remettras un Sauvignon. Hop là, tac, tac. Celui-là. Ils connaissent la vie de la bête. Ils connaissent tout et ils se ramassent en général à chaque fois. C'est formidable. De temps en temps, ils doivent gagner un peu. Ils gagnent un peu. Moi, la seule fois où j'ai gagné, c'est un cheval qui portait le nom d'une chanson des Beatles. C'était Blue Jay Away. Alors, et tu l'as joué et je l'ai joué et j'ai gagné 3500 balles. Tu l'avais joué gagnante? Oui, en francs, mais sur l'hippodrome. Mais s'ils connaissent la vie de la bête, faudrait les envoyer chez Findus, ça aiderait. Non, ils sont peut-être forts en français. C'est un univers passionnant quand vous voyez ces gens-là. C'est formidable. Moi, je trouve ça. Moi, j'avais joué un cheval qui avait le nom d'une chanson de Maurice Chevalier. Oui. Prosper Youplaboum. Et il est mort de fatigue avant l'arrivée. C'est un vieux cheval. Alors, il y a toujours la hantise chez les journalistes, chez ceux qui dirigent les journaux, la hantise du ratage. Jean-François Kahn avait été très franc avec nous. Il nous avait raconté celui d'une publication qu'à l'époque il dirigeait. Je dirigeais donc Marianne à l'époque. Et le journal paraissait le lundi. C'est depuis d'ailleurs qu'il ne paraît plus le lundi, mais le samedi. Il paraissait le lundi. Or, pour être présent dans les territoires d'outre-mer loin, il fallait absolument concevoir le journal dès le samedi soir ou le dimanche matin, sans quoi Donc, on avait conçu un journal pour qu'il aille dans les départements d'outre-mer, quitte à arrêter au dernier moment. Avec le résultat électoral. Oui, mais le résultat électoral qui semblait à tout le monde évident, c'est-à-dire avec la une sur le face-à-face Chirac-Jospin. Donc Chirac-Jospin, il y avait tout, on expliquait le Chirac-Jospin. On prenait position d'ailleurs sur le face-à-face Chirac-Jospin. Et à un moment, les gens qui devaient envoyer le journal, ils ont envoyé le journal. Et donc 50 000 exemplaires ont été en vente le lundi matin dans les kiosques qui, sur le face-à-face, au deuxième tour, Jospin Chirac, pour qui il fallait voter, c'est extrêmement minoritaire. C'est collector, ça. Ah oui, c'est irrattrapable, ça. Et puis, alors, il y a des journaux qui paraissent tous les 3 mois. Oui. C'est formidable d'être journaliste dans un trimestriel. Pour se tenir au courant, oui. Mais ce sont des journaux spécialisés. Il y a la bougie du sapeur qui paraît tous les ans. Tous les 4 ans, le 29 février. 29 février. Ah oui. Et c'était un journal bisextile. Mais tous les 3 mois. Oui. Qu'est-ce qui paraît tous les 3 mois? Il y a des journaux automobiles, entre autres, qui paraissent pas tous les mois. Il y a des. Oui, c'est de la littérature spécialisée, enfin de la presse spécialisée. Moi, j'aime bien Géo. Philippe, comment s'appelait le journaliste qui avait prétendu que Ningesser et Colli étaient bien arrivés? Georges Ravon. Voilà, Georges Ravon. Voilà. Oui, il a écrit son article un peu à l'avance. Oui. Comme ça se passait bien, il croyait, tout au moins, il les a fait arriver. Et ils ont disparu corps et bien. Il y a un critique de l'événement du jeudi dont on parlait, qui a fait
la critique d'un spectacle d'un chanteur au théâtre de Desjazet, et c'est paru dans le journal, sauf qu'il n'y a jamais eu de concert parce que le gars, en revenant à Paris, il a eu un accident de voiture, il était à l'hôpital, il n'est jamais passé au Desjazet. C'est quand même formidable. Ah, nous allons faire éclairer notre lanterne sur une invention. Alors, une invention qui n'a l'air de rien et qui pourrait changer la vie de famille, c'est le GPS pour enfants. Bonjour Adrien Armel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'inventeur de ce système, hein? Voilà, c'est ça. Bon. Nous sommes deux avec Ferdinand Rousseau. Alors, bon, c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis longtemps, hein? Là-dessus, on est tout à fait d'accord avec vous. Ouais, ça aurait dû exister depuis longtemps. La vérité, c'est que ça existe depuis longtemps, mais en fait, notre vision a été de le simplifier pour le rendre accessible à une mère de famille, je dirais, normale. C'est-à-dire que on dote l'enfant de ce dispositif et on le suit à la trace partout, quoi. Alors voilà, en fait, vous donnez la balise GPS à l'enfant, et vous, après, depuis soit un smartphone, soit depuis un ordinateur, vous allez pouvoir paramétrer la balise, et elle, en fait, elle va faire le travail pour vous, à votre place. En fait, vous paramétrez, par exemple... Alors, un enfant de quel âge? Alors, ça va de 5 à 12 ans, et en fait, après, en fonction de la tranche d'âge, il y a différentes utilisations possibles. Ça se présente comme un bracelet-montre? Ça se présente en fait comme une clé de voiture au niveau de la taille. Ah d'accord. Mais il y a plusieurs options, hein? Non, en fait vous avez un abonnement, simplement le prix de l'abonnement change en fonction de la durée d'engagement. Non, mais je veux dire que ça permet de suivre l'enfant à différentes étapes de sa vie d'enfant, hein? Oui, voilà, exactement. Pour les plus jeunes, en fait, l'utilité vraiment se situe pour les sorties en famille. Donc vous avez par exemple les lieux à forte influence. Si vous perdez votre enfant de vue, en fait, depuis votre smartphone, dans un parc ou une foire, un machin, oui. C'est ça, vous allez avoir une boussole, en fait, qui va vous indiquer la distance à prendre pour le retrouver, et la distance qui vous sépare. Tiens, il est sorti du berceau. Oui, voilà. Parce que le GPS, il parle pas quand même, comme dans les voitures. Parce que c'est pas bête, ça. Ne parle pas. Non, parce que c'est marrant, à être tard. Le petit est sorti, il a tourné à gauche, il a tourné à droite. Tiens, il vient de tomber de la falaise, c'est trop tard. Voilà. Écoutez, merci pour l'idée, on va y penser pour les futures évolutions. Mais ça existait déjà avant. Moi, quand j'étais petit, mes parents savaient toujours où j'étais, parce que ils me promenaient en laisse. Oui, moi j'ai eu ça aussi. C'est vrai, j'ai eu un harnais avec une laisse. J'ai eu ça aussi. Ça m'a donné évidemment des pulsions un peu sadomaso après, vers l'âge de 40 ans. Mais on a tous eu ça, moi j'ai eu ça. T'as eu ça, on t'a baladé? Dis donc, fallait une grosse laisse, toi, non? C'est nul, vous le laissez dire, Philippe. Ça vous fait rire, les conneries comme ça. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Il avait un harnais. Je m'arrêtais pisser sur les réverbères. On faisait un peu chien, quoi. Hein Puis alors, quand ma mère allait à la boulangerie ou tout ça, elle me laissait dehors. Elle m'attachait dehors. Accroché au piquet. Voilà. Et puis quand t'avais le gros besoin, t'étais entre deux voitures. Et après, il rentrait, il avait la trace des pots d'échappement sur le cou. Vous voyez. Dites, monsieur Armel, et le bouton SOS? Alors le bouton SOS, en fait, c'est tout simple. L'enfant presse le bouton SOS, vous allez être averti qu'il a émis cette alerte. C'est vachement bien, ça. Vous allez avoir la position, et ensuite on va vous demander si vous voulez être appelé par la balise. Donc en fait, il y a un micro et un haut-parleur sur la balise, et là l'enfant va pouvoir discuter avec vous. Vous allez pouvoir vérifier, en fait, c'est ce qu'on appelle une levée de doute. Vous allez pouvoir vérifier qu'il a vraiment un problème. Par exemple, vachement bien. Ça devrait, monsieur, laissez-moi vous dire, ça devrait être sponsoré par RTL, parce que la balise RTL, ça marche. Mais ça peut marcher pour les vieux aussi. Mais oui, alors pourquoi on n'en fait pas pour les vieux? Tu l'utilises à l'envers. Et notamment pour ceux qui ont un peu perdu la mémoire. Ah oui. Et alors voilà, justement, là, je suis content que vous m'en parliez, parce que ça marche aussi très bien pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Et également pour les personnes atteintes d'autisme. Non, mais la belle-mère qu'on veut égarer, qu'on attache à un arbre, par exemple. Voilà, tu débranches si on le veut pas matériel. qu'elle revienne, on surveille le GPS. Il y avait déjà le GPS pour piétons qui permet à Péroni, quand il a un verre dans le nez, de retrouver le chemin de sa maison. Il n'arrive pas à mettre la clé dans la fente de la serrure. Oh, il n'y a pas que ça. Je vois que la balise vous inspire. Non, mais il n'y a pas que ça c'est que tu peux pas mettre dans la fente, c'est ça que tu voulais dire, oui. Alors, attendez, combien ça coûte? C'est une belle idée, mais il ne faut pas qu'elle dégénère en espionnage de l'enfant. Combien ça coûte? Ça coûte, là, il y a une offre de lancement, donc la balise est à 99 €.
Et ensuite, en fait, vous avez un abonnement qui va de 8 à 16 euros par mois en fonction donc de la durée d'engagement. C'est raisonnable. Oui, mais alors vous avez entendu ce qu'a dit Pierre Bellemare, hein. C'est quand même un danger, c'est que l'enfant, vous me direz, bon, mais à 10 ans, on a déjà sa petite personnalité, se sent observé, pisté, il est plus libre, hein. S'il veut draguer les filles. Nous, on rappelle toujours que le produit vraiment s'adresse à des jeunes enfants. Donc, il ne s'agit pas de fliquer, mais vraiment de rassurer et ainsi moi, je trouve ça bien. Oh, mais détrompez-vous, il y a des jeunes enfants, ils sont attirés par des imperméables ouverts à la sortie de l'école. Là, il devrait y avoir un bouton spécial. Là. Voilà, oui. Prêtre en vue. C'est vous qui l'avez dit, c'est pour moi. Attention, église. Le courrier, c'est vous qui le recevrez. On peut imaginer que tout le monde, mais ça c'est Big Brother, que tout le monde va être muni d'un tel appareil. On a déjà mais attendez, avec le portable, c'est déjà le cas. C'est un peu le cas, oui. On est suivi à la trace avec le portable. Moi, il me suit à la trace avec le portable et avec mes slips. Oh, vous vous rendez compte? Pour le coup, il y a une grosse différence avec les téléphones portables, c'est que, en tout cas au niveau des enfants, c'est que le téléphone portable va amener l'enfant à être déconcentré. Ah oui, c'est sûr. Et puis la balise est quelque chose de passif, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas amené à l'utiliser tout le temps, etc. Donc en classe, par exemple, ça va pas le déconcentrer. Oui, on peut la mettre à sa femme aussi, la balise. Si bien sûr. Alors. Tant qu'elle une balise. Fais ta balise et casse-toi. Bon nous on trouve ça très bien. Hein. Oui, ça peut. Et je suppose que ça part en flèche, hein. Bah écoutez, alors après un départ plutôt lent, là on a franchi le cap des 200 balises et donc on est plutôt content, surtout que les premiers retours d'utilisateurs sont très positifs. Les gens sont vraiment contents de leur expérience. Il y a un site internet, non? Oui, alors c'est mapetitebalise.com. Et donc là-dessus, vous aurez plein d'informations et on est en train de démarcher pas mal de boutiques. Ah mais moi ça m'intéresse, moi, pour ma plus jeune fille. Bah oui. Ah oui. Merci Adrien Armel, merci beaucoup. Je vous pose maintenant la question, est-ce que vous avez déjà publié dans les journaux des articles? Bah oui. Oui. Bah oui. J'ai écrit mon premier papier, c'était dans le journal Actuel. Et c'était la première version de Actuel. C'est branché, hein. Ah bah oui, et j'avais écrit un papier qui s'appelait « Comment pendre son censeur ». Ah, mais je m'en souviens, c'était formidable. J'étais au lycée Voltaire. Oui. Après, j'ai travaillé, je faisais un petit édito, ça s'appelait « Le billet de l'anti-France au monde libertaire ». Où je signais Léon Mogadon. T'as écrit dans la Grosse Bertha. Bah, on a créé la Grosse Bertha après. Enfin bon, on écrit tous dans le journal du lycée, Mais il n'y en avait pas chez nous. Ah non. Moi j'ai écrit parce que c'était mon boulot pendant 4-5 ans. Beaucoup. C'est vrai que vous avez eu la carte de presse. Moi j'ai démarré avec Philippe Tesson. Ah oui. Philippe Tesson et après Jean-François Kahn. Et alors justement, dites donc, vous avez connu l'âge d'or de la presse où il y avait plus d'une douzaine de quotidiens qui paraissaient à Paris. Oui, absolument. Aujourd'hui, il y en a 5. Hein. Alors, avez-vous été victime de la presse People? Oui, bien sûr. Hein. Peu. Pas victime en tout cas. Non. J'étais plutôt flatté. On m'a fait pris de dos sur la plage de Saint-Tropez. On voyait pas ma gueule, donc ils disaient que c'était... Donc j'ai trouvé qu'ils avaient eu bon goût. C'est là que tu avais créé « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule » Oui, non. Qu'est-ce qu'il y avait comme légende? Il a fait « Il est tout seul sans Las Palais ». C'est des gars qui ont de l'imagination. Non, mais attention, c'est que quand on arrive à un tel niveau, faut aussi savoir... Alors, nous avons eu un ami auquel nous songeons souvent, c'est Sim. Et lui, il avait été propulsé à la une d'un journal à sensation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai débuté à Paris, j'ai eu un article dans un journal à sensation, bien sûr, qui paraît le samedi et le dimanche. Là. Et il y avait eu une photomontage où j'étais, moi, assis sur les genoux de Brigitte Bardot. Et ma maman, qui habitait la province, a vu ça. Et comme toutes les braves dames, elle y a cru. Et le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Écoute, chérie, fais attention, cette femme est capable de te faire souffrir. » C'est mignon, hein. C'est mignon. Oui, mais enfin, bon, se retrouver dans un journal en galante compagnie, c'est pas toujours confortable, hein. J'ai oublié aussi, je travaillais à Harakiri avec le professeur Choron, ça c'était formidable, ça.
On faisait les romans photos, c'était assez rigolo. Ah, les romans photos. Eh oui. Ah oui. C'était très marrant, ça, oui. Ouais. Ça a disparu, ça. Mais je pense qu'il y a toujours Nous Deux qui est en kiosque. Le vrai roman photo, il existe encore dans certaines publications. Oui, Nous Deux doit être en kiosque. Nous Deux, encore une contrepétrie, cher Philippe. Nous Deux. Voilà. Non, mais je crois que c'est le seul qui reste, comme... Il y en avait dans Télépoche. Il y en avait Ah oui, Télépoche. Ah oui, avec des animateurs Et dans de Mox télé. et Travaux. Vous avez pas fait ça, Philippe, le roman photo de Télépoche? Non. Non? Non. Non, mais animateurs télé. Je me souviens du premier roman photo que j'ai vu. Il y avait Gina Lollobrigida. Bien sûr, c'était. En Italie, c'était très fait avec prisé, des gens oui. très connus. Oui. Fellini a commencé comme ça, je crois. Hein. Oui, je crois. Dans le roman photo. Tu le sais, Pierre? Tu peux nous renseigner là-dessus? Pas du tout. Fellini, roman photo. Non, moi j'ai fait un truc assez amusant finalement dans la presse parce que c'était une presse d'une certaine époque, parce qu'aujourd'hui ça serait totalement inimaginable, mais j'ai fait les Jeux de Paris Presse. Paris Presse était un journal du soir, qui était d'ailleurs très coté, qui était un très bon journal. Ah, c'était tricoté? Très coté. Ah oui. Et je faisais la totalité de la dernière page. Ah oui. Qui était faite de jeux divers et variés, dont un jeu qui faisait que les lecteurs, s'ils le désiraient, sortaient dans les rues de Paris, faisaient une sorte de parcours qui était évidemment décrit dans cette dernière page, et nous rejoignaient à chaque fois dans un lieu intéressant à visiter. T'en as fait cavaler du monde. Voilà, oui, mais c'était très agréable, et ça nous a bien amusés. Et je faisais également, il y avait des jeux dans Elle. Ah oui. Parce qu'on n'a pas idée aujourd'hui. T'as joué dans Je Elle. pensais que Elle avait des jeux. Ben, on avait des jeux, et c'était... Il y avait le jeu des 7 erreurs. Non, ça, c'était dans Télé 7 jours. Quand tu parles des jeux, il y a un truc qui a complètement disparu des quotidiens, surtout en province, c'était le grand concours. Oui. De la... Attendez, le Figaro faisait un grand concours. Le concours de plage. Qui mettait Non, mais il y avait une maison un à grand gagner. concours qui était doté d'ailleurs de prix très importants. Et je me souviens d'une année où la distribution des prix avait lieu à l'Opéra. Il s'agissait d'ailleurs de faire ce concours pendant un mois, en écumant les musées, en allant dans les palais nationaux. Il y avait un vrai travail. Et le premier prix, c'était une superbe villa en Grèce. Et c'était Jean Piat qui annonçait les résultats. Et bon, il vient, il annonce d'abord les prix secondaires, puis on en vient au jackpot, et il dit c'est le numéro 212 qui gagne, puisqu'il y avait une tombola qui était organisée parallèlement. Et à ce moment-là, pas une main se lève dans la salle. Alors, il prend le billet, il regarde encore, il puise dans sa poche, il regarde le billet de tombola qu'il avait acheté, c'était lui. Alors, bon, il a voulu ne pas l'accepter, mais on l'a obligé, et pendant des années, il est allé prendre ses vacances en Grèce. Maintenant, il n'y a plus de concours dans les journaux parce que toutes les réponses sont sur Internet. Vous avez des sites qui répondent à toutes les questions de tous les trucs. Mais ce concours du Figaro a quand même eu un jour un défaut. À une époque, François Mauriac avait fait une lettre, enfin un article, dirons-nous, concours, je précise bien, concours, dans lequel, volontairement, il avait placé des fautes d'orthographe, mais pas des fautes d'orthographe primaires, des fautes d'orthographe qui nécessitaient une assez grande culture. Malheureusement, il y en avait plus qu'il ne les avait vues. C'est-à-dire qu'il avait fait vraiment des fautes d'orthographe, en plus de ça. Si bien que le concours a été un petit peu difficile, là. Ah oui, ça. Ce qui est terrible, c'est la question subsidiaire, quoi. Hein. Alors, il faut que, pour faire un bon concours, il faut qu'elle soit réellement subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas uniquement, parce que, en général, dans les mauvais concours, seule la question subsidiaire donne les gagnants. Alors que si tu fais un bon concours, il y a déjà beaucoup de monde éliminé par les jeux du concours. Et la subsidiaire est faite pour faire la sélection finale. Oui, uniquement. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai fait une fois, j'ai gagné une fois dans un jeu de concours Olida, oui. Ah oui. Ah oui. T'as gagné quoi? Mon point Henriette. Ah oui. J'en bouffe encore. Nous n'avons pas la même culture, monsieur. Tous les étés, il y avait le concours de Ouest France, justement, et j'avais le père d'un copain qui m'emmerdait, mais alors, il disait à mon pote, il faut que Jean-Jacques vienne à la maison. Hein.
Alors c'était le concours. Il y avait toujours des questions de cinéma et c'était sur ma gueule que ça tombait. Je passais une après-midi avec le vieux. Alors, mais attendez, ça je connais pas, c'est pas. Et alors t'as gagné? Vous avez gagné quelque chose, non? Oh ça je m'en suis jamais occupé, mais alors je passais une après-midi avec le vieux pour le. Ah oui. Alors, vous n'avez rien dit de la presse féminine, vous arrive quand même de la feuilleter. C'est celle qu'on lit avec le plus de plaisir, à cause des images. Vous voulez parler des périodiques et des articles de fond. Ouais. Moi, je la lis quand je vais chez le gynéco. Ouais. Oui, c'est ça, oui, uniquement, bien sûr. Attendez, elle est fort bien faite. Ah bah oui. Et d'ailleurs, vous retrouvez d'ailleurs dans presque tous les people maintenant, comme ils n'ont pas grand-chose à mettre, il y a la moitié du journal qui est transformé en presse féminine. Vous avez des recettes de cuisine, vous avez la mode, vous avez les maquillages. Les maquillages, oui. Là, les gens, on est sur la plage. Comment maigrir, bien entendu, en ce moment, on est en plein amaigrissement. Pour le numéro du 25 décembre, bientôt l'été, apprenez à maigrir. Oui, c'est ça. Il y a les marronniers. Ça, c'est incontournable. Ah, bah là, vous avez. C'est l'article qui revient à date fixe. Les salaires. Vous avez les cliniques. Ah non, attendez. Là, vous avez les sujets de société récurrents. Les cliniques. Vous avez le salaire des cadres. Le salaire des cadres. Les prix de l'immobilier. Voilà. Le poids des francs-maçons dans la société. Voilà, ça c'est. Oui, et les meilleurs hôpitaux. Les meilleurs hôpitaux, les meilleures cliniques. Les meilleurs lycées. Oui, les meilleurs lycées. Ils ont fait ça. Où est-ce qu'il fait le meilleur vivre en France? Alors, le classement des villes. Oui, les villes. Valenciennes, il est toujours en tête, bien sûr. Ça, c'est à cause de Borloo, ça. Oui. Et puis, il y a quand même la presse à l'eau de rose, hein. Ça existe encore. La presse cucul à praline. Nous deux. Voilà, c'est ça. Oui, on parlait des romans photos. Oui, oui, ça c'est charmant. Oui, parce que la presse rose, c'est la presse elle se socialiste. porte bien, oui. Peut-être du côté dans le Gers, là, il y a. C'est ton kiosque. Pourquoi Il y a une pourquoi gazette. me parles-tu du Gers, qui est la province? Ah oui, dans du le mec qui est Périgord. en face Oui, de le nous. Périgord. Attends, Moi, je suis ça dans va. le Périgord. Vous Parle êtes pas tous du les Gers comme ça, Pierre, sinon on va êtes- déclarer la guerre. là. Vous êtes tous les deux du sud-ouest. Regarde-moi les deux bougeux, là. Il y a le sud-ouest du nord et Ils le ont sud-ouest chacun du leur sud. gazette, là, tu vois. Avez-vous des amis journalistes? Oui. Bah vous, Oui. Ah oui. le plus grand de tous. Ah bah oui, ça incontestablement. Bah oui. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche, Bernard. Je dis des amis journalistes parce que quand on est dans le spectacle, quelquefois, on se méfie de ces gens-là. Hein. Oh non. Ouais, ils sont plutôt sympas quand même. Oh, il y a des vachards. Hein. Ah oui. Moi, je pense que dès lors Il y a des gens qui n'ont plus d'amis si jamais ils peuvent faire ce qu'on appelle un scoop, c'est-à-dire donner les premiers une nouvelle. Moi, je suis très copain avec Cabu, avec Charb. C'est des dessinateurs, ça, je te cite. Bah oui, mais ils sont quand même journalistes. Ils commentent l'actualité à leur façon. Certes, oui. Mais Oui, Cabu, ça m'étonne pas. Hein. Enfin, comme vous n'êtes pas un acteur politique, vous avez rien à craindre d'eux. Hein. Cabu beaucoup. Cabu boira. Et puis, C'est pitoyable, c'est pitoyable. il y a les grandes signatures qui ont disparu. Ah oui. Alors Mauriac, c'était quelque chose. Ah, hein. formidable. C'est un journaliste politique. Oui, hein. tout à fait. Ah oui. Sauf qu'à un certain moment, il avait quitté le Figaro pour aller à l'Express. Parce que Françoise Giraud lui avait fait du charme et JSS aussi. Ah, Lucien Baudard, tout ça, c'était des gens formidables. Ah, dites donc. Baudard. C'était Baudard. formidable. Attendez, les papiers d'Antoine Blondin dans l'équipe sur le Tour de France, Alors là, je vais vous dire. c'était formidable. Ah oui. Je crois que Baudard et Blondin, même pas réunis, buvaient plus que vous. Je crois aussi. Hein? J'ai pas eu la chance de boire avec Baudard, mais j'ai bu avec Antoine Blondin. C'était copieux. Enfin, il en est mort, hein? Bah Oui, oui. bah moi bientôt. Oh non, Jean-Jacques, Non, dis non. pas ça, tu vois. Allons. On a dit Cabu. Les petites annonces, vous vous en êtes servi quand Ah oui. ça va exister, parce qu'aujourd'hui, Il y a plus ça, de petites ça annonces. tombe en Si, quenouille. il y en a Hein. encore dans les Moi, journaux j'aime bien de le province. carnet du jour parce qu'on y trouve des trucs rigolos. L'autre jour, il y avait dans le Figaro un monsieur Bec de Lièvre qui se faisait enterrer à Menton. Ça, c'est pas... Alors moi, j'ai un copain en Bretagne. Le gars, il vient tous les matins. Il prend son petit coup de blanc, il ouvre le télégramme sur le comptoir et il sort très sérieusement son stylo et il ouvre le télégramme à la page des décès, des obsèques. Il dit « Alors aujourd'hui, voyons les noms partants. » Et ça, c'est à se pisser de rire. Et il te fait ça tous les matins? Tous les matins. Et ça te lasse pas? Pas du tout. Pas du tout.
Non, c'est vrai que, bon, ça permet à la fois de connaître la liste de ceux qu'on a connus et qui sont partis, mais on se sent en meilleure santé, parce que, et surtout, il faut regarder l'âge auquel le décujus a disparu. Non, ce qu'il y a de bien dans les carnets du Figaro, pour les obsèques, vous avez Madame la Comtesse de la Valchevreuse de la Motte-Fifrée, née Gisèle Chambier, a été rappelée à notre Seigneur. Ça, alors là, c'est formidable. Pendant que Monsieur le Comte la trombinait. Non, c'est vrai, c'est très drôle, ça. Oui, c'est vrai, le Seigneur les rappelle, hein. Oui. Ah, ouais. Et très attentif, hein. Oui. Il vous fait le vaccin et après le rappel, c'est ça qui est terrible. On croit qu'il a autre chose à faire, mais pas du tout, hein. Et très, très soucieux. Ben, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette revue de presse, car c'était une revue de presse aujourd'hui. Et je voudrais demander, je prends au hasard à Philippe Chevalier, par de exemple. raconter l'histoire qui est peut-être la plus courte de l'année. Oui. Et une histoire que nous devons à Madame... comment elle s'appelle, Madame ? Madame Céleste de Poitiers. Oh, mais on la connaît, celle-là. Oh oui, Céleste. Elle est, je crois, parente de Monsieur Félix. Oui. En haut de la tour Eiffel, une dame se penche au-dessus... Doucement, il faut l'installer. Il faudrait peut-être que Pierre nous décrive la tour Eiffel. Ah oui, alors en haut de la tour Eiffel... Eh bien, c'est un monument construit en 1889 qui faisait plus de 300 mètres. Et savez-vous pourquoi il fait plus de 300 mètres ? Pour être plus haut que le Sacré-Cœur, voilà. Ah oui, parce que le Sacré-Cœur a été bâti avant. Et oui, sur le vœu national. 20 ans avant. Parle-nous des terres qui ont servi... Non, s'il vous plaît, les gars, j'ai un chantier de la Tour Eiffel, où train à prendre, maniez-vous, là. Et de quel métal est-elle faite ? La tour Eiffel ? Oui. Elle est faite en acier, monsieur. Elle est faite en acier. Oui. Oh là 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 là. On ne veut en pas le fonte croire. d'acier, comme l'on dit. Alors donc, la tour Eiffel... en haut de la tour Eiffel, une dame, une bonne dame, une brave dame. Il va te la décrire. Oui. Elle a environ 40-50 ans, elle est très sympathique. Ses cheveux sont grisonnants. Elle a les cheveux grisonnants, elle se penche au-dessus du vide. Et elle demande au guide qui est là, le guide de la tour Eiffel, qui s'appelle Ernest. Oui. Oui. C'est une famille nombreuse. Oui. Il est le 3e fils de la famille Ernest. Oui. Eh oui. Il est bien, votre numéro, les gars. Ah bah oui, il est bien notre numéro, oui, oui. Il avait un frère qui s'appelait Guy, mais qui n'a pas été guide, puisqu'il s'appelait déjà Guy. Alors... elle demande, cette femme qui s'appelle Antoinette. Oui, Antoinette. Antoinette Bézard. Oui, oui. Oui, j'ai dit Bézard, dit Bézard. Ouais, très bien. Elle demande au guide, les gens se jettent souvent d'en haut ? Et le guide répond, ah non, madame, une seule fois. C'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.